Ma femme m'interdit de discipliner sa fille parce que je ne suis pas son père. Alors, l'argent prévu pour son université se transforme maintenant en mon fonds de retraite. Pour elle, je n'ai jamais fait partie de la famille, juste du budget. Mais quand mon argent a cessé de faire partie de l'équation, l'histoire a changé. J'ai 42 ans et je suis marié à une femme de 39 ans depuis 10 ans. Elle a une fille, Resla, une jeune de 17 ans issue de son mariage précédent avec son ex-mari, Stan, un homme de 40 ans. Quand Maggie et moi nous sommes mariés, je savais que Resla faisait partie du lot et j'étais totalement prêt à assumer ce rôle. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, donc je pensais que ce serait un bon compromis, une vie de famille sans la pression d'avoir mes propres enfants. Maggie et Stan se sont séparés quand Resla avait 3 ans. D'après ce que je sais, ce n'était pas un divorce conflictuel, mais ils n'ont pas vraiment de relation en matière de coparentalité. Stan est présent de façon limitée, il paie une pension alimentaire mais ne passe pas beaucoup de temps avec Resla. Je suis entré dans la vie de Resla quand elle avait 6 ans. Maggie et moi nous sommes rencontrés 3 ans après son divorce, au mariage d'une de ses amies. Nous avons commencé à discuter et nous nous sommes très vite entendus. À la fin de la journée, je l'ai invitée à sortir et elle a accepté. Nous sommes ensemble depuis. Au début, tout semblait facile et naturel. Nous avons construit une vie ensemble, et je pensais que ça durerait pour toujours. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des changements dans notre relation qui m'ont fait voir les choses différemment. J'ai toujours essayé d'être une influence positive dans la vie de Resla. J'ai tout fait, je l'ai aidée pour ses devoirs, j'ai payé ses loisirs et j'ai veillé à ce qu'elle ait des opportunités que je n'ai pas eues quand j'étais enfant. J'ai fait ce qu'un père ferait. J'ai même ouvert un fonds pour ses études quand je me suis marié avec Maggie, parce qu'à l'époque, je la considérais comme ma fille, même si ce n'était pas le cas biologiquement. Aujourd'hui, les choses sont devenues compliquées. Ces dernières années, Resla a développé une très mauvaise attitude, surtout envers moi. Au début, je pensais que ce n'était qu'une phase normale de l'adolescence, mais j'ai abandonné cette idée en voyant que ça empirait. Elle agit comme si je n'existais pas, me traite comme une machine à fric et fait des remarques sarcastiques sur le fait que je ne suis pas son vrai père. J'ai essayé de parler avec elle pour améliorer notre relation, mais ça finit toujours mal. La semaine dernière, tout a explosé. Resla était de mauvaise humeur, claquait les portes et râlait pour un truc sans importance, elle n'avait plus son shampoing préféré. Normalement, j'ignore ce genre de choses. Les ados ont des mauvais jours, je comprends. Mais cette fois, ça m'a blessé plus que d'habitude, parce que j'avais passé tout le week-end à l'aider pour un projet scolaire. Je l'ai emmenée à la bibliothèque, j'ai acheté des fournitures de dernière minute qu'elle avait oubliées et je suis resté éveillé tard le dimanche soir pour tout finaliser. Je pensais qu'au moins, ça me vaudrait un peu de gratitude, ou, au minimum, une attitude neutre. Mais au lieu de ça, elle a été irrespectueuse et grossière. Elle m'a ignoré quand je l'ai saluée, elle a laissé traîner ses affaires partout dans la maison même après que je lui ai demandé de les ranger, et elle a râlé en disant que les règles des autres l'énervaient. Quand elle a dit ça, je n'ai plus pu laisser passer. J'ai décidé de dire quelque chose calmement. Je lui ai fait remarquer que son comportement était irrespectueux et que la façon dont elle me traitait n'était pas correcte. Je lui ai rappelé tout ce que j'avais fait pour elle récemment, en espérant qu'elle se rende compte que j'étais de son côté et que je ne méritais pas ça. Sa réponse m'a pris par surprise. C'est la manière dont elle l'a dit, pas seulement les mots. Sa réponse était cinglante, intentionnellement blessante, comme si elle voulait me rappeler ma place dans sa vie, ou plutôt mon absence. Après tout le temps, l'énergie et l'argent que j'ai investis pour l'aider à réussir, voilà comment elle me voyait, pas comme un père, même pas comme un membre de la famille, mais comme quelqu'un qui n'a pas son mot à dire sur son comportement. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé après. Maggie était à côté et avait clairement entendu toute la conversation. Je pensais qu'elle interviendrait, me soutiendrait ou au moins essaierait de calmer la situation. Mais au lieu de ça, elle a pris le parti de Resla. Elle a carrément confirmé que je n'avais pas à discipliner sa fille et a insinué que j'allais trop loin en essayant. C'était encore pire que tout ce que Resla avait pu dire. Ce n'était pas juste un commentaire sur le coup, c'était un message clair, le rôle que je croyais avoir dans cette famille n'a jamais vraiment existé. J'ai investi tellement de temps, d'énergie et d'argent dans cette famille, et maintenant on me dit que je n'ai pas mon mot à dire dans ma propre maison. Eh bien, si je ne suis que celui qui paie les factures, alors je pense que je vais commencer à me comporter comme tel. C'est là que les choses sont devenues controversées. Comme je l'ai mentionné,
j'ai créé un fonds universitaire pour Resla quand Maggie et moi nous sommes mariés. Ce fonds a toujours été entièrement à moi, séparé des finances de Maggie, et Stan n'y a jamais contribué non plus. À l'origine, mon intention était de couvrir une part importante des frais d'université de Resla pour l'aider à bien démarrer dans la vie. Mais après cette conversation, j'ai commencé à réévaluer la situation. Si je ne suis pas assez famille pour avoir mon mot à dire sur l'attitude de Resla, alors pourquoi devrais-je être famille au point de payer ses études? J'ai donc décidé de dissoudre le fonds universitaire et de rediriger l'argent vers mon compte de retraite. Je ne l'ai pas annoncé immédiatement à Resla et Maggie, je ne voulais pas passer pour mesquin. Mais Maggie l'a découvert en vérifiant le solde du compte pour une dépense liée à l'école. Elle est devenue furieuse et m'a confronté, m'accusant d'utiliser l'argent comme une arme contre elle. Elle a dit que je détruisais l'avenir de Resla par pure rancune et que je me comportais comme un gamin. J'ai répondu que je ne sabotais rien du tout, je faisais juste passer mon argent sur mon avenir à moi, puisque de toute évidence, je ne fais pas partie du leur. Ma femme a argumenté que j'étais injuste, surtout parce que Resla est encore une ado et qu'elle ne comprend pas complètement les conséquences de ses actes. J'ai répondu que si elle est assez grande pour me manquer de respect et me rappeler que je ne suis pas son père, alors elle est aussi assez grande pour accepter la réalité, je ne suis pas obligé de la financer comme le ferait un père. Avant que quelqu'un ne saute aux conclusions, je ne suis pas un monstre. Je n'ai pas laissé Resla sans ressources. J'ai dit à Maggie que si Resla veut vraiment aller à l'université, elle peut trouver un travail, demander des bourses ou, qui sait, faire en sorte que Stan prenne enfin ses responsabilités. Elle a des options. La seule différence, c'est qu'elle n'aura plus un chemin tout tracé, entièrement payé par moi. Toute cette situation a créé une énorme fracture entre Maggie et moi. Elle pense que je suis vindicatif, alors que moi, je considère que je pose simplement des limites. Certains membres de la famille de Maggie s'en sont mêlés, disant que je vais trop loin. Mais de mon point de vue, j'ai été plus que généreux tout ce temps, et tout ce que j'ai reçu en retour, c'est du ressentiment et un manque de respect. Je ne me suis pas marié avec Maggie pour être traité comme un distributeur de billets. Et si mes contributions ne sont pas appréciées, alors je suis bien content de me retirer et de me concentrer sur moi-même. Alors, est-ce que je suis le méchant pour avoir transformé le fonds universitaire de ma belle-fille en mon fonds de retraite après que ma femme et sa fille ont clairement fait comprendre que je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille? Mise à jour 1. J'ai remarqué que certains commentaires ont critiqué la manière dont je me suis exprimé en disant que j'avais investi de l'argent dans Resla. Je comprends pourquoi cela a pu mal sonner, comme si je la réduisais à une transaction ou que j'agissais comme si elle me devait quelque chose. Ce n'était pas du tout mon intention. Je n'ai jamais dépensé tout ce temps, cette énergie et cet argent en espérant un retour sur investissement. Je n'ai jamais voulu qu'elle se sente redevable envers moi ou qu'elle pense qu'elle me devait quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je croyais sincèrement faire partie de cette famille, et aider Resla à réussir me semblait simplement être ce qu'un membre de la famille ferait. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'argent. C'est de réaliser que, depuis le début, elles ne m'ont jamais considéré comme faisant partie de la famille. Les mots de Maggie, disant que je ne suis pas le père, n'étaient pas juste à propos de la discipline. C'était un rejet total de ma place dans leur vie. Pendant des années, j'ai cru construire quelque chose de significatif avec elles deux. Je pensais être plus que le mec qui paie les factures, un père de cœur, un mari, quelqu'un dont les contributions comptaient. Mais quand on me traite comme un distributeur automatique, comment suis-je censé me sentir? Si je suis juste là pour fournir, pourquoi ne pourrais-je pas appeler ça un investissement? Après tout, c'est manifestement comme ça qu'elles ont toujours vu les choses. Quelques jours après la dispute avec Maggie et Resla, j'ai reçu un message de Stan, son père biologique. On ne parle pratiquement jamais, donc c'était inattendu. Il voulait qu'on se voie pour discuter de Resla. Quand on s'est retrouvés, il a commencé en jouant les amis de longue date, exagérément chaleureux. Il a fait quelques blagues, rigolé pour tout et n'importe quoi, comme s'il essayait de me charmer. C'était forcé. Faux. Après quelques minutes de cette comédie pathétique, je lui ai demandé d'aller droit au but. C'est là qu'il a enlevé le masque et m'a dit, sans détour, que je devrais reconsidérer ma décision de ne pas payer les études de Resla. Selon lui, le fait de dissoudre le fonds universitaire était égoïste et dicté par l'orgueil. Il m'a accusé de punir Resla pour son comportement d'adolescente et de laisser mon ego prendre le dessus sur ce qui était censé être le mieux pour elle. Alors voyons. Pendant des années, c'est moi qui ai tout financé pour Resla.
Stan a toujours fait le strict minimum en tant que père. Et maintenant, soudainement, il se pointe pour m'accuser de « lâcher » sa fille, alors que lui-même n'a jamais rien fait et voudrait maintenant récolter le mérite d'un « bon père ». Je lui ai juste rappelé un petit détail, Resla est sa fille, pas la mienne. S'il y a quelqu'un qui a la responsabilité de financer ses études, c'est bien lui. Il est tout de suite passé sur la défensive, disant qu'il ne pouvait pas se le permettre. Je n'ai pas cru à cette excuse. Stan a un bon emploi et pourrait très bien payer les études de sa fille s'il le voulait. Mais la vérité, c'est qu'il ne veut simplement pas dépenser son propre argent. Pendant des années, il a été bien à l'aise de me laisser assumer la majorité des responsabilités financières. Et maintenant que je suis sorti de l'équation, il est désespéré de me refiler de nouveau ce fardeau. Mais c'est trop tard. J'ai été clair, je ne changerai pas d'avis. Le fonds universitaire, c'est fini. Stan a alors tenté de hausser le ton. Mais je ne lui ai pas donné la réaction qu'il cherchait. Je suis resté calme. Je n'ai pas joué à son jeu. Quand j'ai vu que la conversation n'irait nulle part, je suis tout simplement parti. Depuis, il m'a envoyé plusieurs messages, alternant entre tentatives de me faire culpabiliser, menaces à peine voilées et appels à mon sens des responsabilités. Un jour, il dit que je suis en train de ruiner l'avenir de Resla. Le lendemain, il tente de me rappeler combien je tenais à elle toutes ces années. Mais voici le point essentiel, Stan a toujours eu l'opportunité d'être le père dont Resla avait besoin. Et il l'a encore aujourd'hui. S'il se soucie vraiment de l'éducation de sa fille, qu'il trouve un moyen de la financer lui-même. Toute cette situation m'a poussé à réfléchir profondément à ma place auprès de Maggie, Resla et maintenant même Stan. Ce n'était pas une décision facile de dissoudre le fonds universitaire. Mais c'était la bonne décision. En ce moment, j'ai l'impression d'être attaqué de tous les côtés. Pendant des années, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait, sans jamais être reconnu ou valorisé. Mais aujourd'hui, j'ai atteint ma limite. Je ne laisserai plus personne profiter de moi. Et peu importe combien de fois ils essaieront de me faire sentir coupable. C'est triste, car oui, je tiens à Resla et je veux qu'elle réussisse. Mais j'ai compris que ma place dans sa vie a toujours été définie selon leurs conditions. Elle voulait mon argent et mon soutien, mais sans jamais m'offrir le respect ni le rôle qui devrait aller avec. Maintenant que j'ai posé des limites, tout le monde est en colère. Pas parce que j'ai tort. Mais parce que ça les dérange. S'ils veulent me voir comme un distributeur de billets, alors ils devront accepter que c'est moi qui décide quand les retraits s'arrêtent. Mise à jour 2. Récemment, la situation avec ma femme, Maggie, et sa fille, Resla oui, maintenant je dis sa fille n'a fait qu'empirer. Après tout le bazar autour du fonds universitaire, Resla a décidé qu'elle n'irait plus à l'université. Et Maggie, bien sûr, n'a pas perdu une seconde pour m'en tenir responsable. Elle insiste sur le fait que ma décision de dissoudre le fonds a démotivé Resla. Bien que je regrette qu'elle le vive comme ça, je ne comprends pas comment toute cette responsabilité pourrait reposer uniquement sur moi, alors que je ne suis même pas son père biologique. Cette conversation devrait avoir lieu avec Stan. C'est lui le père. Stan a toujours été notoirement absent pour tout ce qui touchait l'éducation de sa fille, surtout quand ça concernait l'argent. Il a un bon boulot et pourrait payer les études de Resla sans problème. Mais il n'a jamais rien fait d'autre que payer la pension alimentaire, et c'est tout. Alors pourquoi, au moment où j'arrête de contribuer, tout le monde agit soudainement comme si l'avenir de Resla était exclusivement de ma responsabilité? Je ne pouvais plus ignorer à quel point cette situation était injuste. J'ai donc demandé à Maggie pourquoi Stan ne payait pas les études de Resla. Mais au lieu de reconnaître que j'avais un point valable, elle a esquivé la question. Elle répétait sans cesse que c'était moi qui avais déçu Resla, que rediriger le fonds universitaire était égoïste et méchant. Mais elle, alors? Elle a aussi une part de responsabilité. Après tout, je ne suis pas le seul père que Resla a. Resla a une mère. Pourquoi ne pourrait-elle pas payer? Mais dire ça n'a mené nulle part. La discussion est devenue un cercle vicieux, Maggie fuyant sans cesse le sujet, détournant et évitant de répondre. Et puis, elle a dit quelque chose que beaucoup d'entre vous avez déjà relevé dans mes posts. Quelque chose que, au fond, je soupçonnais depuis longtemps. Maggie a avoué qu'elle pensait que c'était mon devoir de payer les études de Resla, parce qu'elle s'était mariée avec moi pour la sécurité financière. Au début, je n'étais même pas sûr d'avoir bien entendu. Ça ressemblait au genre de choses que quelqu'un exagérerait pendant une dispute,
pas quelque chose qu'on dirait vraiment à voix haute. Mais c'était là. Clair comme de l'eau de roche. Je me suis arrêté un instant et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement par là. Elle a hésité. A essayé de se rattraper. Mais elle n'a pas pu donner d'explication cohérente. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Entendre Maggie réduire notre relation à un arrangement financier. L'entendre admettre, sans détour, qu'elle me voyait comme un moyen d'arriver à ses fins. C'était pire qu'une trahison. Au fond de moi, j'ai toujours eu ce pressentiment que mon argent était une grande partie de la raison pour laquelle Maggie aimait m'avoir à ses côtés. Mais je m'étais convaincu que ce n'était qu'un aspect de notre relation. Maintenant, en l'entendant le dire ouvertement, j'ai eu l'impression que tous mes pires soupçons se confirmaient. Au moins, elle a été honnête. Même si ce n'était probablement pas intentionnel, elle l'a sûrement dit juste pour me blesser pendant la dispute. Mais au final, ça m'a servi. Après avoir pris un moment pour digérer tout ça, j'ai dit à Maggie que je ne pouvais plus continuer comme ça. Si, pour elle, je n'étais qu'une source de stabilité financière, alors je refusais de jouer ce rôle. Je lui ai dit que je ne serais plus son distributeur automatique et qu'elle devait trouver un autre endroit où vivre au plus vite. Je ne voulais pas envenimer encore plus la situation, mais je ne pouvais pas non plus laisser ça continuer. Tout ça m'a fait tout remettre en question. Est-ce que Maggie m'a déjà vu comme un vrai partenaire? Ou ai-je toujours été juste une solution financière pratique? Est-ce que Resla m'a jamais vu comme une figure paternelle? Ou est-ce que j'étais juste le gars qui rendait les choses plus faciles pour elle? À ce stade, j'ai le sentiment d'avoir tout fait pour être un bon mari et beau-père. Je les ai soutenus financièrement, émotionnellement, et de toutes les façons imaginables. Mais maintenant, je réalise que tout cela n'a jamais compté autant que ma capacité à payer les factures. Mise à jour 3. Il y a quelques semaines, Maggie et Resla ont déménagé. Je pensais que ça serait la fin de tout ça, mais la semaine dernière, Maggie m'a recontacté. Elle m'a demandé qu'on se voie. Je ne pensais pas que ce serait une bonne idée, mais, dans un moment de faiblesse, j'ai accepté de l'écouter. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'imaginais que ce serait peut-être une sorte de clôture. On s'est retrouvés pour déjeuner dans un restaurant. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à pleurer presque immédiatement. Elle s'est excusée pour tout. Elle a reconnu qu'elle avait eu tort de me traiter comme une simple source d'argent. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle ne pouvait pas imaginer continuer sa vie sans moi. Je l'ai écoutée pendant qu'elle pleurait et me suppliait de reconsidérer, disant combien elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais, aussi sincère qu'elle paraisse, pour moi ça ne changeait rien. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce moment où elle m'avait dit qu'elle s'était mariée avec moi pour la sécurité financière. Au fond de moi, j'espérais qu'en nous voyant, elle dirait que c'était juste quelque chose qu'elle avait balancé sous le coup de la colère, par frustration, et que ce n'était pas ce qu'elle ressentait vraiment. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, elle a confirmé. Elle a dit que c'était vrai, qu'elle le pensait vraiment. Et c'est là que j'ai su. Je lui ai laissé la chance de parler, de s'excuser, d'essayer de réparer les choses. Mais quand elle a terminé, je lui ai dit que je voulais divorcer. Maggie a essayé de me faire changer d'avis, mais j'ai été clair, ma décision était définitive. Je suis resté calme, même quand elle s'est énervée et a commencé à m'attaquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie toujours de garder mon calme. J'ai l'impression que perdre patience ne fait qu'empirer les choses. Prendre cette décision n'a pas été facile. J'ai encore des sentiments pour Maggie, mais la personne que je pensais connaître n'est pas celle qu'elle est vraiment. Je n'ai tout simplement plus confiance en elle. Et sans confiance, aucun mariage ne vaut la peine d'être sauvé. Depuis cette rencontre, les choses se sont apaisées. Je n'ai plus eu de nouvelles de Maggie. Elle ne m'a ni envoyé de message ni appelé. Je pense qu'au final, elle a compris que ma décision ne changerait pas. Mise à jour 4. J'ai demandé le divorce. Honnêtement, je n'avais aucune idée de combien cela serait difficile. Je pensais qu'une fois la décision prise, les choses deviendraient plus simples. Mais la réalité est bien plus compliquée que ce que j'imaginais. Il y a bien plus que simplement signer des papiers et passer à autre chose. Maggie m'appelle de temps en temps. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Elle essaie de me convaincre de reconsidérer, me demande qu'on se remette ensemble et qu'on arrange les choses. Elle dit qu'elle m'aime, qu'elle est désolée et qu'elle ne peut pas imaginer sa vie sans moi. Un jour, je lui ai dit que j'allais passer le téléphone à mon argent,
puisque j'avais l'impression que c'était avec lui qu'elle voulait parler, vu comment elle s'exprimait. Quand j'ai dit ça, elle est devenue furieuse et m'a raccroché au nez. Mais quelques jours plus tard, elle a recommencé à appeler. Après quelques appels, j'ai décidé de la bloquer. Quant à Resla, elle ne m'a même pas contacté. À ce que je sais, elle est toujours déterminée à ne pas aller à l'université. Mise à jour 5. Le divorce est enfin finalisé. J'ai l'impression qu'un poids a été retiré de mes épaules et de celle de mon argent aussi. Parce qu'au final, c'est lui que Maggie et Resla voulaient vraiment. Même Resla pensait avoir droit à mon argent. Heureusement, la procédure n'a pas été aussi longue que je le craignais. Nous n'avons pas eu besoin d'aller au tribunal, ce que mon avocat m'avait dit pouvoir être extrêmement éprouvant. Finalement, tout s'est déroulé assez simplement, car j'avais un contrat de mariage solide. C'est ce qui arrive quand on a un bon avocat. Il a fait en sorte que tout soit réglé rapidement et équitablement. Je n'ose même pas imaginer à quel point ça aurait été plus difficile sans lui. Je n'ai pas eu à subir le stress ni l'incertitude d'une longue bataille judiciaire. Une fois les démarches lancées, tout a avancé vite. S'il y a un point positif dans toute cette histoire, c'est bien ça. Maggie, elle, n'était pas prête à accepter la fin. Jusqu'au dernier moment, elle a encore essayé de me convaincre de changer d'avis. Je me demande toujours ce qui se serait passé si nous n'avions pas eu ce contrat de mariage. Aurait-elle insisté pour sauver notre amour? Ou se serait-elle contentée de laisser le divorce suivre son cours, sachant qu'elle pourrait repartir avec une partie de mon fonds de retraite? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé dans cette réalité, celle où j'avais un contrat de mariage, et où elle n'a cessé de répéter qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait et qu'on pouvait tout arranger si je lui donnais une nouvelle chance. Heureusement, moi, de cette réalité ne doutait pas de sa décision. Je savais exactement pourquoi j'avais fait ce choix. Quelques jours avant que le divorce ne soit finalisé, Resla a pris contact avec moi. Elle s'est excusée pour tout ce qui s'est passé. Je crois qu'elle espérait que ça changerait ma décision. Mais c'était déjà trop tard. Les papiers étaient signés. Je lui ai répondu en la remerciant pour son message et je lui ai dit que ma décision était définitive. Je lui ai souhaité le meilleur et j'espère vraiment qu'elle réussira. Parce qu'au vu de la situation, elle aura besoin de toute la chance du monde pour s'en sortir dans la vie. Son attitude de gamine gâtée et une excuse balancée comme ça ne la mèneront pas bien loin. Mise à jour 6. Mon histoire s'était terminée après le divorce, qui a eu lieu il y a 2 ans. Ceux qui ne connaissent pas mon parcours peuvent consulter mes anciens posts sur mon profil. Mais ces derniers jours, j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une mise à jour pour raconter où j'en suis aujourd'hui, et où en sont les autres personnes impliquées. J'ai rencontré une femme avec qui partager ma vie. Mais j'ai retenu la leçon, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a jamais voulu en avoir, et moi, à ce stade de ma vie, je n'ai plus envie de gérer ça. Mon expérience passée m'a suffi. Elle n'est pas non plus avec moi pour mon argent. Elle paie ses propres dépenses, y compris son propre appartement. Même si on est dans une relation sérieuse, chacun vit chez soi. Je ne dis pas que ce sera comme ça pour toujours, mais jusqu'à présent, aucun de nous n'a évoqué l'idée d'emménager ensemble. En plus, elle m'invite souvent à dîner et paie l'addition. Bien sûr, je fais ma part aussi et je paie certains repas. Ce n'est pas que je profite de la situation, c'est juste qu'au moins, elle m'a montré qu'il est possible d'avoir une relation fondée sur l'amour et non sur l'argent. Après tout ce que j'ai vécu, c'était un traumatisme que je traînais encore. Concernant Maggie, d'après ce que je sais, elle a déménagé plusieurs fois et a eu des problèmes de crédit à cause de dettes sur ses cartes. Quand elle vivait avec moi, elle pouvait les payer parce que je couvrais la majorité des dépenses. Mais après le divorce, les dettes se sont accumulées jusqu'à devenir ingérables. Je ne sais pas comment elle s'en sort maintenant, car j'ai perdu le contact au fil du temps. Mais d'après ce que j'ai entendu, elle a même demandé de l'argent à certains amis qui ont refusé de l'aider. Ces mêmes amis m'ont dit qu'ils ne voulaient pas finir comme moi, à financer la vie de Maggie. Quant à Resla, elle n'est jamais allée à l'université. Au fond, je crois qu'elle n'en a jamais eu envie. L'histoire du fonds qu'on lui a retiré a surtout servi d'excuse pour dire « je n'étudierai pas puisque personne ne m'aide ». Si elle avait vraiment voulu, elle aurait pu demander un prêt étudiant ou solliciter son père. Peut-être qu'elle a essayé, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Après avoir fini le lycée, Resla a déménagé. Maintenant, elle travaille comme femme de ménage dans un centre commercial.
Il m'arrive de la croiser de temps en temps quand je vais faire des courses. Mais elle ne me dit pas bonjour, et je ne fais pas d'efforts non plus. Commentaire Monsieur Reddit. Et oui, les amis. Au final, on dirait bien que sa plus grande erreur, ça a été de croire que l'amour sincère pouvait rembourser une carte de crédit. Mais bon, au moins maintenant, son argent peut enfin dormir tranquille, plus besoin de financer une famille qui ne le voyait que comme un distributeur. Quelle leçon, hein?